je le fête. Et donc ce soir, nous accueillons, et merci à eux, nous avons donc Dali Ndiaye ainsi que Mark White qui nous feront leur retour d'expérience un petit peu de leur quotidien de BA. Avant de leur donner la parole, comme traditionnellement, je vais un peu présenter l'IBA ainsi que les différents chapitres IBA Geneva et IBA France qui sont partenaires ce soir sur ce webinaire et comme tous les autres partenaires. Hein. Aujourd'hui, nous sommes en collaboration depuis 2024. Et donc, bonsoir à tous et on lance ce fameux webinaire de Vie ma vie de BA en banque et assurance. Alors, avant de commencer et de donner la parole à nos intervenants, un petit rappel, hein, IBA est l'association internationale qui regroupe les business analysts ou analystes métiers en français, qui regroupe les BA un peu dans le monde. Euh, L'association, qui est une association professionnelle indépendante, existe depuis 2003. Concernant les chapitres France et les chapitres Genève, ils existent depuis les années 2007-2009, si je ne me trompe pas également. Ce qui veut dire qu'on est quand même à peu près 6 années après la création de l'IBA au Québec. L'IBA, donc, comme je disais, c'est une association professionnelle qui regroupe les business analysts, mais également qui promeut des certifications, mais également différents manuels, différents guides autour de la pratique de l'analyse métier que je présenterai tout à l'heure. Les chapitres IBA, les IBA France et IBA Geneva sont ce qu'on appelle des chapitres, c'est-à-dire sont des associations professionnelles également qui réunissent les BA et qui ont une activité locale sur leur territoire, donc sur la Suisse romande pour IBA Geneva, mais également aujourd'hui la Suisse entière, hein, on peut dire aujourd'hui, et IBA France sur le territoire également français. Et on a quand même une partie également des amis, nos amis lyonnais ou nos amis d'Annecy qui sont également en pivot en parallèle sur les deux chapitres. Quelles que soient ces deux associations, hein, elles participent à promouvoir la pratique de l'analyse métier dans leurs pays respectifs. Alors, c'est quoi promouvoir, hein? C'est expliquer qu'est-ce que la business analyst, mais également à permettre une animation locale aux communautés de BA qui soient membres ou non de l'IIBA. Bon, bien sûr, l'objectif, c'est que, arrivé, vous deveniez membre à part entière de l'IBA et que vous adhériez à l'IBA également et au travers de nos chapitres. Merci à nos partenaires, hein, qu'ils soient français ou suisses, qui permettent justement de faire contribuer nos associations au quotidien, mais également qui permettent à nos associations, à nos chapitres, de pouvoir organiser des manifestations telles que notamment pour principalement IBA Geneva, le congrès annuel de Business Analysis. Alors, la business analyse, hein, l'IBA promeut un certain nombre de guides, dont notamment le plus connu, le BABOC, qui est le guide de référence en matière d'application d'analyse métier, donc dans sa V3, mais également un modèle de compétences, le Business Analysis Competencies, le corps standard, qui est un résumé du BABOC, qui reprennent un petit peu le résumé des activités de chacun des domaines de connaissances, que j'appellerai également domaine de compétences du business analyst. Un autre livre autour de comment on manage les business analysts, alors notamment quand vous avez des communautés de BA en interne, comment manager ces fameux business analysts, souvent un mouton à cinq pattes également qu'on peut appeler. Un livre sur un guide autour de la stratégie, de comment passer de la stratégie à l'exécution, donc un corpus, un framework d'explication de comment passer et donner vie à un élément stratégique, un petit peu très conceptuel, et le rendre dans le côté opérationnel. Autour de ces guides, principaux guides, il y a trois grandes certifications les plus connues qui sont ECBA, le premier niveau, le niveau d'entrée, le premier niveau. Le deuxième niveau qui est CCBA, qui atteste la compétence de business analyst, mais également l'expérience de 3 années de business analyst. Et ensuite, la certification CBAP, qui, elle, atteste 5 années d'expérience de connaissances et de pratique de la business analyst. Alors, bien entendu, ces trois niveaux de certification ne sont pas dans l'ordre, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir ECBA pour passer CBAP et inversement, ou avoir CCBA pour passer CBAP. Vous choisissez au moment donné quelle certification vous souhaitez passer. Sachez que également, actuellement, ECBA a été traduite en français avec justement le BABOC qui est aujourd'hui traduit également en français européen. Et donc, les questions en ECBA sont toutes en français européen.
et nous travaillons avec l'IBA pour pouvoir traduire les autres certifications. C'est un travail de longue haleine et nous reviendrons vers vous puisque nous allons prochainement relancer des comités de traduction pour nous accompagner dans ces traductions. À côté de ces certifications et de ces guides applicables à la BA, nous avons d'autres guides qui sont plus, on va dire, spécialisés. L'ABA dans un milieu agile avec l'extension agile du Babok. L'ABA plutôt orienté dans des projets BI, IA autour de la data avec le guide to Business Data Analytics. Également, le guide autour de la BA applicable dans des enjeux de cybersécurité. Alors, quel est le rapport entre la BA et la cybersécurité? C'est que la cybersécurité, comme toute initiative, euh, doit, euh, on doit décider ce que l'on va faire, sachant qu'on est dans des milieux d'organisation professionnelle. On est donc contraint par des ressources et donc on ne peut pas tout faire. Et donc, il est nécessaire de prioriser. Et donc, là, on apporte une expertise de facilitateur en tant que business analyst, mais également de compétences pour vulgariser les enjeux de cybersécurité. Cette certification, elle est en collaboration avec l'IE Computer Society, qui est une association professionnelle également autour des domaines informatiques et qui est assez importante à travers dans le monde. Et enfin, la dernière certification, qui est CPOA, qui est autour du Product Ownership Analysis, qui va valider en somme votre compétence et parfois la double casquette qu'on peut retrouver en tant que Product Owner et Business Analyst, qui est d'ailleurs un rôle que l'on voit arriver, enfin, que l'on voit arriver en Europe, mais qui était déjà assez présent chez nos amis outre-Atlantique. Pour revenir sur justement les chapitres, puisque j'expliquais IBA et au Canada et finalement, et euh, on appelle ici le global, hein, IBA global, qui est la maison mère d'une certaine manière de tous les 10 chapitres. Ben, IBA est représenté dans différents pays ou dans différentes villes au travers de ce qu'on appelle des chapitres, qui ont eu des actions locales de promotion de l'ABA, de gestion des relations avec les partenaires de l'IBA ou des partenaires locaux des chapitres, mais également donc une action dans les langues sur les territoires et les entreprises de leur territoire. Ben, côté Genève, on a tous à peu près, quel que soit le chapitre, les mêmes activités. Mais côté Genève, qu'est-ce qui les distingue? C'est l'organisation du congrès annuel, une fois par an. L'année dernière, on avait fait le congrès annuel sur le développement durable et ben, quel est le lien entre la business analyse, l'analyse métier et le développement durable. Chaque année, le congrès est organisé et vous êtes actuellement, ou vous allez être prochainement sollicité vous-même pour participer à contribuer à quelle thématique pour 2025. Comme d'habitude, il sera aux alentours du mois de novembre, mais suivez-nous pour justement rester à l'écoute de la date lorsqu'elle sera fixée. Également les ateliers en soirée, donc les ateliers c'est du webinaire comme on l'a maintenant, mais également des ateliers en présentiel chez différents partenaires, alors sur Genève ou sur Lausanne, où l'objectif c'est de retrouver, de proposer un moment convivial et de travailler sous forme d'ateliers sur des sujets, des problématiques, etc. Les study groups, alors les study groups, qu'est-ce que c'est? On appelle ça aussi les groupes d'études. C'est pour toutes les personnes qui souhaitent préparer une certification ou découvrir le Babok. L'objectif ici, au travers de ces groupes d'études, c'est de justement, ce n'est pas une formation, c'est de travailler en groupe pour trouver des cas d'application, des cas d'usage de, autour des domaines de connaissances et des activités du Babok. Et enfin, une nouveauté depuis un an, qui est la Codo de BA, où l'objectif, c'est de rassembler euh, plusieurs BA de diverses sociétés ou de même sociétés, des communautés de BA, et les animer ces groupes-là de travail également sur des sujets, des thématiques, etc. Les entreprises sont du coup partenaires de IBA Geneva et peuvent, en tant que partenaires, animer, proposer des sujets et vont pouvoir accompagner l'évolution, la montée en compétences et en connaissances de leurs différents BA sur des sujets assez concrets. Et cette Codo BA est naturellement euh, managée et un peu animée, facilitée par des bénévoles du chapitre de IBA Genève. Côté France, ben, comme j'expliquais, les chapitres ont à peu près les mêmes activités, même si ici le territoire est un peu plus grand côté France. Donc l'objectif, c'est aussi de faire reconnaître qu'est-ce que la BA, faire reconnaître également les métiers, le métier, la fiche de métier, la fiche de poste de qu'est-ce qu'être un business analyst ou un analyste métier dans l'entreprise, c'est quoi les certifications IBA, quelle est leur valeur ajoutée également.
accompagner les écoles et accompagner les écoles, les universités, etc., dans le déploiement de leur parcours pédagogique ou leur parcours ou l'ingénierie de formation lorsqu'on va vouloir développer des cursus, un master ou autre, autour de l'analyse métier, autour de la business analyst, et tout ça basé sur le BABOC. Et naturellement, mais un petit peu comme tous les chapitres, c'est de faire finalement d'IBA France pour la France, l'association où les business analysts, les analystes métiers ou plus généralement les acteurs de la transformation vont pouvoir se retrouver et échanger. Là-dessus, nous travaillons également, côté France, avec différentes autres associations dans l'organisation de webinaires, de hackathons ou également de différents livrables ou travaux qui pourraient être proposés. Là-dessus, que ce soit pour la France ou pour Genève, si vous avez des idées ou si nous pouvons vous aider quelque part, n'hésitez pas à nous contacter pour justement essayer de vous apporter des réponses à certaines de vos problématiques. Donc, n'hésitez pas, là encore, on est une association et nous vivons grâce à vous et grâce aux problématiques que vous pourrez nous pousser, nous envoyer ou nous soumettre. Et donc, pour revenir sur notre sujet vraiment de ce soir, donc ce soir, c'est le sujet étant sur Vie ma vie de BA en banque et assurance, nous allons accueillir Dali et Mark White. Donc, bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Marc et Dali. Normalement, vous avez vos micros qui peuvent être activés. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, Dali, tu es business analyst passionné, on disait, hein, tu étais au sein de BNP Paribas Cardiff, hein, au niveau assurance. Tu as une certaine expérience dans la pratique de la BA, tu as animé des équipes également, tu as utilisé des différentes méthodes en cycle en V, Agile, Scrum, etc. Et tu te distingues par ton capacité de collaboration avec tes équipes et les personnes avec qui tu travailles. Et toi, côté Marc, tu es un expert en analyse métier depuis plus de 20 ans, avec 20 années d'expérience. Tu étais avant dans le conseil également, pour ensuite évoluer sur des sujets BI et dans le BI et pour évoluer ensuite dans les domaines de l'assurance. Aujourd'hui, tu te considères avoir un parcours en effet atypique parce que, en effet, tu es dans la gestion des sinistres et tu accompagnes la banque sur l'assurance sur ces sujets-là. Et j'imagine que à temps perdu ou à côté, tu es professeur de ski et tu fais du volontariat au sein du CICR. Tu es certifié CEBAP et Dali, tu es certifié ECBA également. Et tous les deux, vous accompagnez des équipes de BA. Vous êtes BA, mais également accompagnez des équipes de BA, mais également des équipes de parties prenantes dans vos différents sujets. Et donc ce soir, vous nous parlerez de votre quotidien, de ce que vous faites généralement. Et Exactement. encore une fois, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Donc, je prends la main. Vas-y. Écoutez, déjà, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc, nous sommes nombreux, que ce soit du côté de la Suisse ou du côté de la France. Est-ce que ça vous dirait à ceux qui ont accès au chat, pardon, de nous donner, de nous indiquer le pays le drapeau du pays dans lequel vous vous situez et également votre humeur du soir. Alors, je vais également jouer le jeu. Je vais mettre mon humeur du soir. Voilà. Et donc, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Donc, voilà mon petit smiley. Je ne sais pas si tout le monde y a accès. Oui, ça y est. Tout le monde le voit. C'est bon. Alors, je vais mettre ma présentation en attendant. Alors, juste, tu ne le vois pas, mais tout le monde est en train de m'envoyer justement là une rumeur, hein, donc c'est normal que vous ne les voyez pas. Petite, j'ai oublié de dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, je les verrai, et puis nous ferons un point question à la fin du webinaire. Mais vous ne voyez pas forcément ce que disent les gens, mais moi, je vois tout dans le chat. D'accord, Mais ils vont très bien. On a donc des Italiens, on a des Français qui vont très bien. On a Mounir qui se sent super bien. d'accord. On a Célia qui est sage. On a des personnes de France, on a des personnes de Genève. Bonsoir Romaric. Salut Laurent. On a beaucoup de personnes de Genève. Ils sont top, eux. Ils sont pouces levés, grand sourire, smiley, etc. C'est parfait. Donc, c'est parti. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. On a des Canadiens aussi. Ah, bonjour le Canada. Alors, est-ce que le partage d'écran fonctionne? C'est tout bon. C'est tout bon? Mais écoutez, c'est parti.
Alors, je vais juste me réduire parce que je n'aime pas me voir. Voilà. Alors, comment va se dérouler ma présentation? Donc, je vais vous présenter mon parcours, ma vision du rôle du business analyst, mon quotidien et également toutes les informations liées à mon parcours de certification. Alors, où est-ce que j'ai commencé? Alors, pour la petite histoire, je viens d'Alsace. Donc, j'ai eu un BTS force de vente en 2004 au lycée Albert Schweitzer à Mulhouse, plus précisément. Donc, j'avais une option en tout ce qui est commercialisation de produits bancaires et de produits financiers. Et pour mes amis suisses, c'est l'équivalent d'un brevet fédéral. Donc, suite à ça, j'ai déménagé en Île-de-France et j'en arrive à vraiment là, le parcours formation initiale des diplômes. J'ai eu ma licence professionnelle en assurance banque finance lorsque j'étais manager chez BNP Paribas Cardiff, via un parcours de validation, des acquis de l'expérience. Alors niveau carrière, donc après avoir quitté l'Alsace, je suis arrivée, en Île-de-France. Et j'ai été, conseiller financier, conseiller relations clientèle, dans différentes banques. Donc là, vraiment, c'était, de la relation client en face à face. Tout ce qui était de vente de produits, bancaires, les cartes bleues, également les montages de dossiers de prêt. Donc il y a différentes, banques telles que le Crédit Lyonnais, la Banque Postale, la Caisse d'épargne. Également, je vous ai mis, le groupe Télémarket. Alors là, ce n'était plus du tout, de la banque, mais de la relation client à distance. Donc c'était ma première expérience en relation client à distance. Également, le groupe H2A qui est un prestataire, du RSI, donc c'était ma première re expérience en management. Donc tout cela de 2005 à 2013 et je transitionne par mon arrivée donc chez BNP Paribas Cardiff. Donc, j'ai intégré BNP Paribas Cardiff en 2014 en tant que conseillère à distance confirmée. Donc, je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes de la team Cardiff en tant que conseillère à distance confirmée au sein du centre de relations clients prévoyance. Alors, mon tout premier rôle a été de gérer les flux entrants des conseillers de la BNP Paribas. Donc, je renseignais les conseillers sur leurs dossiers d'assurance des emprunteurs, mais également de prévoyance individuelle. Donc, c'était vraiment suivi de dossiers, prise en charge des appels, des demandes de premier niveau et tout cela dans, le respect, du secret médical. Donc on travaillait avec, différentes entités, le service des adhésions, mais également le service des indemnisations et tout ce qui est opération après-vente. Donc, lorsque j'ai terminé ma mission de conseillère à distance confirmée, j'ai été, promue en tant que responsable adjointe. Alors dans le langage purement Cardiff, on appelle ça le poste de relais fonctionnel, et donc c'est, le responsable adjoint de l'équipe. Et donc là, on est vraiment le référent métier, tout ce qui est, montée en compétences des nouveaux arrivants. Lorsqu'il y a des questions sur des processus, des questions sur les produits, des questions sur les processus aussi interservices, j'étais la référente et ce qui m'a naturellement, amenée à une mission, d'analyste métier pour mon département. Et donc là, j'ai participé à tous les projets de transformation, du centre de relations clients prévoyance, notamment, tout ce qui est, je vais revenir après sur mes tâches, mais notamment l'intégration du CRM Éclat qu'on avait à l'époque, également la digitalisation, de tout ce qui est, parcours d'assurance des emprunteurs. Donc, ce sont des projets auxquels j'avais participé lorsque j'étais déjà dans le purement opérationnel. Donc en 2019, j'ai évolué vers un poste de manager d'équipe. Donc j'ai été la responsable de l'équipe prévoyance B2B. Donc là, c'était vraiment tout ce qui est recrutement, encadrement de l'équipe, le management au quotidien, le pilotage de l'activité. Ce qu'il faut savoir, c'était des flux qui arrivaient à chaud. Donc une journée, ne ressemblait jamais à l'autre. Donc c'est ce qui était vraiment intéressant dans le poste de manager. Également, la gestion humaine. C'est quelque chose que j'apprécie au quotidien et que je vais retrouver dans mon poste de business analyst. Et donc là, on arrive tout doucement en 2023. Comment j'en suis arrivée, au poste de business analyst? J'ai, effectué une, candidature spontanée.
Donc, comme j'étais déjà beaucoup en lien avec les business analysts et les personnes de notre département d'IT, à force d'avoir des discussions et des conversations, ils m'ont indiqué les coordonnées des managers et ils m'ont dit pourquoi ne pas tenter une candidature spontanée. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai transmis un mail, un mail à mon manager et 2 mois après, bah, écoutez, il m'a répondu et j'ai pu effectuer des entretiens et arriver à mon poste de business analyst. Désolée, je m'hydrate. Alors, pourquoi ai-je choisi le poste de business analyst? Alors, premièrement, j'avais une appétence pour les projets. C'est quelque chose que j'apprécie énormément au quotidien, pour lesquels j'ai eu la chance d'œuvrer sur mes postes purement opérationnels. La deuxième raison, que c'était une valorisation de mon expertise métier. Je n'avais aucun background technique et donc le poste de business analyst me permet d'être une bonne passerelle côté métier IT et également, ça voilà, ça valorise toutes les connaissances que j'ai pu acquérir lors de mes postes au niveau opérationnel. Pourquoi aussi un poste de business analyst? Il faut dire, clairement que tout ce qui est métier lié à la technologie, à l'informatique, ce sont de belles perspectives d'évolution de carrière et enfin, j'aime beaucoup, voilà, l'innovation, le fait de changer les processus, le fait d'apporter du changement. Donc contribuer à toutes ces œuvres-là, pour moi, c'est un grand bénéfice. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le métier de business analyst. Alors on nous pose souvent la question, qu'est-ce qu'un business analyst? Et en toute transparence, c'est vrai que c'est très compliqué d'expliquer avec de simples mots, qu'est-ce qu'un business analyst? Donc je vais vous partager ma vision. Et je pense que, bon, vous pourrez dire dans le chat si vous êtes d'accord ou pas, hein. Pour moi, vraiment, le business analyst, c'est un pont entre les métiers et les solutions. J'ai également, à mon sens, une autre définition, c'est également, un traducteur. Voilà, c'est un traducteur des besoins métiers, auprès de tout ce qui est équipe technique ou autre, pour vraiment trouver une solution qui donne de la valeur à nos métiers. Donc, à mon sens, quels sont pour moi voilà, les points clés, les valeurs clés pour, un business analyst? Donc pour moi, la première des choses, c'est vraiment l'écoute et la compréhension. Un business analyst se doit d'être à l'écoute, pas seulement sur, l'écoute, verbale, mais également l'écoute non verbale. C'est vraiment une écoute complète, des personnes, qu'on a en face de nous. Donc bien comprendre les besoins métiers pour pouvoir bien, cerner la solution dont ils ont besoin et trouver, vraiment une solution qui leur donne de la valeur. Et donc, c'est là que j'en viens à la transformation des exigences en solutions concrètes. Voilà un des points clés de la business analysis. Et finalement, je suis redondante parce que voilà, je dis il faut bien écouter la transformation pour justement créer de la valeur ajoutée, que ça soit pour le client final et l'entreprise. Alors, un des points clés aussi, la communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que on doit être, à même de communiquer avec, différentes parties prenantes et adapter sa communication aux personnes, qui sont en face de nous. On n'aura pas la même communication en face d'un utilisateur final qu'en face d'un sponsor, qu'en face, d'une personne qui est purement technique. Faire preuve d'adaptabilité, alors pour moi, ça, c'est, un des gros points forts. Ce qu'il faut savoir, c'est que, du jour au lendemain, les besoins peuvent changer. On a également des interlocuteurs très différents avec, hem, des compréhensions différentes de tout ce qui peut être dit ou amené lors des séances d'ateliers, enfin dans tous les workshops, excusez-moi. Donc, il faut vraiment s'adapter à les situations, aux personnes et également aux différents contextes. Et surtout, avoir un esprit d'équipe. La grande force, pour moi aujourd'hui des équipes, projet, que ça soit en cycle V ou que ce soit, en mode agile, c'est vraiment l'esprit d'équipe, la cohésion. Je pense qu'on arrive, seul on va loin, enfin, seul on va vite, mais à plusieurs on va toujours plus loin. Et donc, mon quotidien en tant que BA. Alors il est varié. Alors c'est un métier déjà dans lequel on ne peut, jamais s'ennuyer. Donc là, un gros topo des activités au quotidien. Alors ce qu'il faut savoir, en termes de projet, moi en tout cas chez BNP Paribas Cardiff,
purement, je suis désolée, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Aucun Différentes, problème. je suis désolée. Je suis désolée parce que j'ai fait de la fièvre toute la journée, donc je fais au mieux. Donc, je travaille sur des logiciels, donc des solutions d'outils de gestion de contrats. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que BNP Paribas Cardif commercialise aussi bien des contrats d'assurance d'emprunteurs, mais également de la protection individuelle. Donc, mon département, le département prévoyance, s'occupe de toute cette partie-là. Donc là, je travaille sur un logiciel de gestion de contrat. Alors que ça soit, de l'adhésion des opérations afférentes jusqu'à la gestion des sinistres, l'objectif, c'est de répondre au mieux à mes collègues justement du côté métier. Donc, il y a également, j'ai pu travailler avant sur la digitalisation de processus métier, principalement sur l'outil qui s'appelle, Egide. Alors c'est la technologie Craftalk Aya, mais sur l'outil Egide, la maintenance évolutive et également sur un projet qui s'appelait AP Data, qui était lié vraiment, à de la donnée. C'était vraiment, pouvoir élaborer des reportings, métiers liés à la data pour qu'on puisse, avoir, excusez-moi, heu une meilleure, organisation et une meilleure projection de tout ce qui est métier. Ensuite, sur les tâches quotidiennes, alors elles sont diverses et variées, hein, donc l'animation d'ateliers, donc avec les différentes parties prenantes, aussi bien côté métier que, côté, notre éditeur de logiciels, donc côté technique. La rédaction de spécifications et également des cas tests. Alors la chance qu'on a chez BNP Paribas Cardif, c'est que nous avons un centre de test, mais nous travaillons, main dans la main avec ce centre de test, car selon le projet, selon le budget, les business analysts prennent en charge, une partie des tests. Donc il y a également de la priorisation de backlog et l'accompagnement au changement. L'accompagnement au changement, va se faire à travers, la relecture des supports. Également, toute l'année, répondre aux différentes questions, différentes interrogations et également, être un interlocuteur en cas de problématiques ou de sujets, que ce soit côté métier ou côté éditeur, voilà. On se doit d'être là. Les différentes méthodologies, alors que ça soit pendant le parcours de reskilling ou au quotidien, il y a eu, il y a différentes méthodologies. Donc l'agile, ça arrive tout doucement chez, BNP Paribas Cardif, mais sur certaines, entités, c'est bien ancré. Certains projets sont spécifiquement en mode agile, mais sinon, avant, les années, 2023, c'était la plupart du temps, du cycle en V. Voilà. Ensuite, les interactions, bah, tous les jours, voilà, ça va être des interactions avec différentes, parties prenantes. Donc que ça soit, la chance qu'on a, c'est que Cardiff, c'est vaste, donc que ça soit les métiers, on a le service des adhésions, des opérations après-vente, des indemnisations. On a également, d'autres business analysts, donc les business analysts côté data hub, le business, analyst côté éditique, ainsi de suite. L'actuariat, la comptabilité, également, notre partenaire DXC Graphitalk, l'éditeur de logiciels. Et aussi le data hub. Donc ce qui est, fort appréciable, c'est voilà, une variété, d'interlocuteurs au quotidien et ainsi ça nous permet d'apprendre, pas mal de choses. Alors ensuite, mon parcours de formation et de certification. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque à ma prise de poste de business analyst, lors de mon entretien en amont, j'avais entendu parler de la Digital Data et Agile Academy du groupe, BNP Paribas. Donc, cela m'a permis de faire un parcours de reskilling. Donc, l'objectif du groupe BNP, c'était vraiment de permettre à des personnes qui n'étaient pas du tout, issues du monde IT, de refaire, une reconversion oui, pardon, une reconversion professionnelle et donc j'ai fait partie de la première promotion, du parcours de reskilling, de business analyst en 2023 et c'est par ce biais que j'ai entendu parler la première fois, d'IBA et du Baboc et donc une fois que j'étais en poste et que j'avais commencé à acquérir, certaines connaissances, je me suis intéressée justement à cette certification. J'ai vu, la plus-value qu'elle avait, que ça soit, en France et surtout dans le monde enfin à l'international et c'est là donc, j'ai contacté, monsieur Pyrrhus qui m'a mis en lien avec,
donc Monsieur Trintignant, hein, notre représentant IBA France. J'ai demandé à ce qu'on puisse, le parcours et la marche à suivre pour avoir la certification ICBA. Et de là, j'en ai parlé à mon voilà, bah, à mes managers de la BNP Paribas Cardiff, que ça soit Julien Arran ou également, David Reichelt, et je leur ai expliqué mon projet, également le service formation, ils étaient en accord, et c'est ainsi qu'on était, il me semble, 5 ou 6 collaborateurs sur la première promotion, 5-6 collaborateurs de la BNP Paribas Cardiff à suivre, le cursus, ICBA en vue de avec, Thibaut qui était notre formateur en vue de la certification ICBA. Donc, je l'ai obtenue c'était en mars ou en mai, je m'en souviens plus du tout, désolée des dates, et je suis dans un processus où j'aime monter en compétences, donc j'ai poursuivi, en me spécialisant en business process modeling parce je le faisais déjà quand j'étais, dans les métiers, mais j'ai voulu, avoir vraiment, acquérir des compétences et des tips purement professionnels. J'ai également, Heu excusez-moi, et j'ai également dans la continuité de la montée en compétences, actuellement, j'ai commencé tout récemment, une formation en vue d'obtenir la certification création de contenu par, l'usage responsable de l'IA. Donc l'intelligence artificielle, pourquoi avoir choisi, cette certification-là? Je pense que c'est quelque chose qui arrive, qui est de plus en plus fréquent, qui va, révolutionner, notre monde de la business analyse, et donc voilà, pour moi, c'était essentiel de le faire, et surtout, ça va nous apprendre également à l'usage éthique de l'intelligence artificielle puisque c'est quelque chose qui fait très peur aujourd'hui, et voilà, je tenais à vous partager, cette information. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai commencé récemment. Donc le baboq, qu'est-ce que c'est le baboq? Alors la première fois que j'ai entendu ce mot, j'ai cru que c'était un gros mot, mais non, pas du tout. Alors, c'est un peu la bible des business analysts. Quels sont les avantages de ce baboq? Alors, c'est une longue lecture, mais je trouve qu'elle est bénéfique pour nous, puisque déjà elle apporte un cadre structuré de la business analyse en nous donnant, différentes méthodologies, des bonnes pratiques. Ensuite, c'est un standard, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, le baboq, il est valable pour tout le monde dans le monde entier. Donc ça nous, permet d'avoir une certaine cohérence sur les, pratiques. Également, ça nous permet d'améliorer nos compétences. Donc, il y a pas mal d'aspects de la business analysis que je ne connaissais pas, que j'ai appris lors de cette formation. Les certifications, bien entendu, donc, à mon niveau, d'entrée, c'était l'ICBA, mais, on a un expert qui va nous parler, du CEBA plus tard et du CCBA. Enfin, un cadre structuré, il fournit, des méthodologies, des bonnes pratiques. Bon, c'est redondant avec ce que je dis. Je suis désolée, je l'ai mis 2 fois. Et enfin, l'aide à la prise de décision. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, dans le BABAC, on a une cinquantaine de techniques, pour, pouvoir, effectuer nos tâches du quotidien. Alors, les bénéfices de la certification ICBA. Alors, des certifications ICBA pour ma part, mais en général les certifications IBA. Donc on renforce notre expertise. On développe son réseau professionnel. Alors, je ne sais pas si vous en parlez des BA au bar, mais grâce aux BA au bar, j'ai pu rencontrer, des personnes telles que, Claude, Constance, je ne sais pas si elle est dans le live, également, pas mal d'autres BA. Donc ce qui est bien, c'est que on développe son réseau professionnel et ça crée du lien. Forcément les compétences, et également on a accès à de meilleures opportunités professionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être, pas mal sollicité sur les réseaux lorsqu'on a la petite étiquette ICBA. Voilà. Donc, quelques derniers mots pour la fin. Mon parcours, voilà, je venais des métiers, j'ai fait une transition, côté IT. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque transition est une opportunité d'apprentissage puisque chaque poste que j'ai occupé au sein de ma carrière, chaque poste que j'ai occupé au sein de BNP Paribas Cardiff, pour moi, aujourd'hui, sont des expériences qui me servent utilement aujourd'hui. Donc, tout est à prendre, rien n'est à laisser, c'est vraiment une force. Votre parcours est une force, peu importe du milieu d'où vous venez, peu importe votre background. Voilà, chaque nouveau poste est une opportunité, et surtout, voilà, soyez maître de votre évolution professionnelle. Pourquoi je dis ça? Cherchez à vous monter en compétences, cherchez à vous former.
investissez-vous puisque voilà, pour moi, investir dans la formation, c'est investir en vous-même. C'est, quelque chose qui, à mon sens, est très important et enfin, merci de m'avoir écoutée et là, je laisse le relais à l'expertise, à l'expert. Voilà, donc je vous prie d'accueillir chaleureusement Marc. Marc, je te laisse la main. Juste une petite aparté, excusez-moi. Merci Dali. Alors, on a des questions, hein, donc vous inquiétez pas, on répondra à toutes les questions à la fin, hein, une fois après l'intervention de Marc. Et juste une petite parenthèse sur les BAO bars. Donc, en effet, en France et en Suisse, vous avez des BAO bars. Il faut suivre nos sites internet ainsi que les newsletters ou même sur LinkedIn, hein, on a envoyé dans le chat pour être informé des sessions BAO bar et même prochains webinaires. Mais restez et on vous en dira un peu plus tout à l'heure. Je te rends la parole, Marc, désolé. Merci beaucoup, Thibaut. Merci beaucoup, Dali, pour tes explications et ton parcours très, très intéressant. Donc, pour ma part, je vais partager mon écran. Il faut que je le trouve. Ça doit être celui-ci. Oui. Et voilà. Donc, moi, je suis business analyst un petit peu, je suis un peu tombé dedans sans faire exprès, on va dire. J'ai un parcours comme l'image qui l'atteste au milieu un peu slalom. C'est tout à fait de saison avec les championnats du monde de ski où la Suisse a brillé. J'ose le dire, un petit peu de chauvinisme en Suisse, c'est aussi possible. Pour mon parcours, en lien avec la business analyst surtout, j'ai choisi quelques jalons de ce parcours un petit peu en zigzag parce que j'ai commencé dans les assurances avec un apprentissage. Donc back office, j'ai fait de la vente, j'ai travaillé dans les sinistres et après je voulais voir autre chose. Je voulais voir par moi-même que l'herbe était plus verte, respectivement que l'herbe n'est pas toujours plus verte à côté. Donc, je suis parti voyager, un peu de fun. J'ai fait 2 saisons de prof de ski à Verbier. J'ai voyagé, j'ai appris l'anglais. Je suis allé au Down Under, à l'autre bout du monde, pour vraiment faire ces expériences. C'est important. Je pense que c'est le terme expérience qui reviendra souvent dans ce que je vais vous présenter. En revenant de vacances, ou plutôt de voyage, j'ai commencé une formation chez Skyguide pour devenir air traffic contrôleur. Après une année à Zurich, il s'avère que j'ai raté le dernier examen. Donc, c'était une très, très bonne expérience de vie, parce que du jour au lendemain, on est bien tombé et puis il faut se relever. Donc, c'est ce que j'ai fait. Se remettre en question, regarder devant, et puis une opportunité s'est offerte à moi via ma cousine qui m'a proposé de rejoindre l'humanitaire. J'ai travaillé pour la Croix-Rouge 2 ans en Afrique, en Angola et en Érythrée. Donc, mon rôle de base était DBA, donc Database Administrator. Ça ne correspond pas du tout au DBA qu'on connaît en termes d'IT. Par contre, j'étais responsable d'une base de données, de l'intégration des données et du suivi de la partie données qui était très importante. Et puis, quand on est au CICR et qu'on travaille forcément à l'étranger, on se retrouve toujours dans des cultures différentes, des contextes différents, des langues différentes, donc il faut s'adapter. Donc là, je me suis retrouvé chargé de mission pour des rapatriements, pour des programmes d'aide, pour des lettres Croix-Rouge, donc quelque chose de très intéressant. Et je pense que c'est là que la partie business analyst qui est en moi a commencé à germer. C'est cette notion d'évolution sans arrêt, de changer de thème régulièrement. C'est vraiment quelque chose qui m'a parlé. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et après 2 ans, je suis rentré en Suisse dans le but de faire une formation complémentaire à un niveau hautes écoles, donc universitaire, parce que dans mon idée de ce que je voulais faire, il fallait avoir un bachelor. Et puis, j'ai fait un petit peu mes courses dans ce qui se faisait. Et je suis tombé sur ce bachelor en informatique de gestion qui est à mi-chemin entre, on va dire, la partie gestion économique et informatique. Donc là, j'ai beaucoup progressé sur la technique et puis pour un petit peu découvrir un nouveau monde. Et puis pour pouvoir avancer et évoluer, il faut se donner les moyens. Donc, je me suis donné les moyens. J'ai repris les études pendant 3 ans à temps plein.
avec mes économies. Et ça a été formateur et j'ai beaucoup appris aussi de devoir s'adapter à un décalage non seulement de culture, mais d'âge, parce que je me suis retrouvé en études à 30 ans avec des copains de classe de 18-20 ans. Donc, il a fallu s'adapter, redescendre au même niveau que les autres pour rester dans le mood, dans l'équipe. Passé cette formation et le bachelor, je me suis orienté vers une entreprise de consulting, IT, dans lequel j'ai travaillé 10 ans comme ingénieur BI, donc Business Intelligence, où j'ai pas mal développé. Et puis, ce métier-là en particulier est très, très intéressant parce qu'il y a rarement la notion de business analyst dans les projets de BI. En général, le développeur, l'ingénieur BI s'occupe directement du lien avec le client, avec l'utilisateur final. Donc, c'est tout naturellement que j'ai glissé dans la business analyst en faisant les deux. Et puis après, en me retrouvant sur des projets où je faisais que de la business analyst. Donc, le monde du consulting est aussi extraordinaire dans ce sens, c'est qu'il est très, très formateur également. Et puis, on peut voir plein de domaines. J'ai passé dans les transports publics, dans les assurances, au niveau d'entreprises internationales. Donc, c'était vraiment quelque chose d'enrichissant. Et puis, ça m'a permis d'exercer la technique. Pour moi, c'est important de préciser, il faut avoir des connaissances métiers et il faut aussi avoir des connaissances techniques. C'est ce qui me permet à l'heure actuelle de pouvoir prétendre au terme de BA, donc Business Analyst hybride, mais en fait, juste Business Analyst. Pour finir, alors que j'ai quitté les assurances à 25 ans, en me disant que je ne reviendrai jamais dans les assurances exclues, eh ben, je me retrouve de nouveau dans les assurances ici à la Vaudoise, d'où les fonds d'écran un petit peu verts, en tant que BA à 100%. Et puis, en évoluant dans ce cadre vert qui est la Vaudoise, eh ben, j'ai pu un petit peu faire mon nid et puis me rendre compte avec mes compétences de pouvoir amener ma valeur ajoutée dans différents domaines. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Les deux éléments intéressants dans ce parcours, c'est effectivement la formation en informatique de gestion où j'ai commencé à réaliser qu'il existait des métiers à mi-chemin entre le métier et la technique. Pour là, c'était encore assez abstrait. Et puis, en tournant dans le consulting, c'est là que j'ai pris conscience du métier de business analyst et puis que c'était quelque chose pour lequel on pouvait travailler à 100% et quelque chose de très intéressant qui permet d'évoluer au cours de sa carrière. Je parle d'évolution. Donc, pour moi, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est comment on peut évoluer sereinement en tant que BA. Et pour moi, la première chose, on parle toujours de sortir de sa zone de confort, il faut aller voir, il faut vraiment expérimenter. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Par contre, je me suis rendu compte avec l'expérience que c'était bien de sortir de sa zone de confort, mais c'était aussi bien de s'asseoir et puis d'exploiter les valeurs ajoutées qu'on a créées en sortant de sa zone de confort. Donc, ne pas faire toujours du hors zone de confort parce qu'on n'est pas à 100%. Par contre, c'est nécessaire pour évoluer. L'évolution, elle passe aussi par la formation continue, d'où également, après quelques années, quelques certifications techniques en tant que consultant IT, ma décision de partir vers une certification IBA CEBAP. Donc, c'est BAP qui permet vraiment de consolider une situation qui est naturelle pour moi. Donc, acquérir de nouvelles compétences, mais également prendre le temps d'exercer, de pratiquer. Pour moi, on peut monter en compétences, faire des formations, mais il faut aussi à nouveau prendre le temps, du recul pour asseoir son savoir. Donc, on a appris quelque chose et après, il faut le mettre en pratique. Donc, pour moi, ça fait partie d'une évolution. On monte un palier, on prend le temps d'exercer, on exploite sa valeur ajoutée et on montre un palier. L'élément prépondérant que j'ai déjà expérimenté plusieurs fois pour vous, c'est se remettre en question. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire, la remise en question pour avancer dans la vie. Je pense que tout le monde sera d'accord sur ce point-là. Donc, on ne va pas rester sur ses acquis et puis on va évoluer. Et je parlais avant et j'en reparle, donc de rechercher sa valeur ajoutée. Il faut essayer de
de trouver où est-ce qu'on peut amener de la valeur sur les projets, et identifier ses points forts et puis, bien entendu, les développer. Donc, on doit grandir avec sa propre valeur ajoutée. Ensuite, par rapport à ce point-là, j'ai une recommandation que j'ai faite en rentrant de voyage, en rentrant de la Croix-Rouge, où il a fallu retrouver une orientation. Un conseiller euh, m'a demandé de lire ce livre-là dans le cadre d'exercice, donc qui a piqué mon fromage. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande, un livre que je recommande pour apprendre à ne pas se satisfaire de ce qu'on a et où on est, et pour avancer et toujours un petit peu rechercher, les choses vers l'avant. Ma certification, comme je vous ai dit, c'était quelque chose d'assez naturel. Et après quelques années d'utilisation ou d'application des concepts de business analyse, il m'a semblé tout à fait logique de faire une certification pour asseoir. De nouveau, j'utilise le terme asseoir, c'est important de poser ses racines et puis de pouvoir faire reconnaître ses compétences déjà acquises, de pouvoir affiner et puis enrichir sa boîte à outils. Là aussi, la certification IBA et le BABOC sont une grande source d'informations, d'outils et de méthodes qu'on peut après choisir d'utiliser en fonction des contextes, en fonction des projets. Et également, ça m'a permis de m'inspirer du savoir collectif. Donc, le BABOC réunit un savoir-faire de partout, de tout le monde, de tous les pays. Et puis justement, on met tout ça dans un livre et puis on peut s'en inspirer tous les jours quand on travaille sur le terrain. Donc, l'importance de la formation continue, j'en ai parlé, c'est essentiel dans le domaine professionnel. Donc, clairement, pour votre CV, pour mon CV, c'était quelque chose d'important de trouver une certification qui correspond à mes aspirations et puis qui correspond aussi, qui met en valeur mon expertise et ma carrière passée, et puis pour pouvoir évoluer vers le futur. Pour préparer ma certification, il y a plusieurs techniques qu'on peut essayer. Pour ma part, c'était vraiment de découvrir et d'améliorer mes acquis et puis de découvrir de nouvelles manières de faire, des outils et des méthodes. La partie qui était primordiale pour acquérir ces éléments, c'était de la mettre en perspective, donc mettre en perspective ce qu'on trouve dans le BABOC avec le quotidien, avec mon expérience. Donc, de vraiment faire un pont entre le BABOC, ce qui est écrit, donc la théorie qui est dans le livre, et puis le quotidien de BA. Et puis, clairement, on trouve des similitudes, on n'est pas d'accord, on est d'accord, mais ça permet de forger un esprit critique sur soi-même et puis sur son environnement. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'encourage. Comme il était dit, il y a plusieurs niveaux. En fonction de l'expérience qu'on peut faire valoir, on choisit son niveau. Au niveau CEBAP, c'est clair que c'est moins axé sur la théorie pure, mais plus sur des mises en situation. Donc, dans l'examen, il y a beaucoup de textes à lire, à comprendre, et puis après de trouver un petit peu le lien entre le BABOC et puis le lien avec sa propre expérience. J'arrive à passer. Par rapport au rôle de BA, ma vision, pour moi, un BA, c'est d'abord de l'expérience. Ça peut être de l'expérience métier ou de l'expérience technique. Il faut commencer avec quelque chose de solide pour arriver et être pertinent dans ce qu'on dit et la valeur ajoutée qu'on veut amener. Donc pour moi, mais c'est mon avis propre, on doit d'abord faire de l'expérience. Ça arrive très souvent qu'on est du côté IT, développeur, etc. Puis après, on passe naturellement côté business analyst, mais aussi d'être du côté métier, puis on dire, maintenant, j'ai fait le tour du côté métier, par exemple la gestion de sinistre, et j'ai envie d'aller plus loin et puis de faire la promotion de ce que j'ai appris avec mes collègues de l'IT. Donc, soit on débute d'un côté, soit on débute de l'autre, mais commencer de rien, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Ce n'est pas impossible, mais à mon avis, c'est plus difficile. Un élément essentiel dans le rôle du BA, c'est apporter de la valeur ajoutée. Donc pour moi, j'essaie toujours de me remettre en question puis de dire, mais est-ce que là, à ce niveau-là, est-ce que j'apporte de la valeur ajoutée? Si je n'apporte pas de valeur ajoutée, ça a un message pour
pour un peu dire il faut peut-être chercher quelque chose d'autre. Et puis pour moi, c'est important d'ajouter de la valeur ajoutée, en plus des qualités qu'on demande à un BA en termes d'organisation, de modération, de scribe. C'est un peu barbare comme terme, mais très clairement, il faut être à l'aise avec la rédaction, l'organisation de documentation et puis la retransmission via des besoins via des spécifications. Donc, cette valeur ajoutée est un plus par rapport à tout ce que les compétences d'un BA qui sont par exemple décrites dans le BABOK. Pour finir, donc pas pour finir, très important, je crois que Dali en a parlé, il faut, excusez-moi, s'adapter. Donc, il faut évoluer avec le métier. Par exemple, dans le monde de l'assurance, c'est en constante évolution. J'en parlerai tout à l'heure par rapport à ce que je perçois de l'assurance en Suisse. Donc, il faut s'adapter à cette évolution et puis rechercher des solutions. Très souvent, l'évolution métier amène des problématiques IT. Donc, ça demande de rechercher des solutions. Donc, il faut ce qui amène à l'évolution du côté technique, ce qui n'était pas possible il y a 10 ans, l'est aujourd'hui probablement. Donc, on doit aussi évoluer avec la technique qui va extrêmement vite. Et ça, c'est aussi une partie très difficile de continuer à évoluer avec ses collègues IT et avec ses collègues métiers en bonne entente, je dirais. Et enfin, j'entends souvent des conversations BAT, BAM. Donc, du côté métier, mes collègues, ils rigolent toujours un peu. Ça fait Batman, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Donc, pour moi, c'est un faux débat. Un business analyst technique ou un business analyst métier, un BA est un BA. Un BA, il doit être capable de représenter le métier auprès de l'IT et de représenter l'IT auprès du métier. Après, on a des appétences. Et puis, pour moi, on joue juste sur ces appétences ou ces préférences pour dire, moi, je suis plutôt technique ou je suis plutôt métier. Mais un BA doit être capable, je suis assez catégorique, hein, mais il doit être capable d'avoir une vision IT, une vision technique et une vision métier. Là, à nouveau, ça m'engage que moi, mais je trouve que c'était important d'en parler quand même un petit peu. Les défis, donc pour moi, cette valeur ajoutée, cette adaptation, et puis un petit peu d'expliquer la notion de BA à nos collègues, c'est des défis. Donc il faut les prendre comme tels, à bras le cœur, et puis sauter la barrière, et puis continuer avec entrain et motivation pour aussi la promotion du métier de business analyst. L'assurance en Suisse, donc très clairement, je n'ai pas baigné depuis que je suis tout petit, mais en Suisse, l'assurance, c'est quelque chose d'assez, c'est tout aussi reconnu que le Mont-Cervin ou que le chocolat. Les assurances en Suisse, c'est quelque chose, c'est presque une institution. Du coup, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. On a presque 200 assureurs privés qui se partagent le tout petit marché qu'est la Suisse. Alors, certains assureurs ont su faire une expansion à l'international, comme les grands groupes comme la Zurich Assurance, par exemple. La Vaudoise, elle a fait ses choix. Elle reste au niveau marché national. Et puis on combat avec avec des grands acteurs du marché. Et puis, ça marche bien. Le marché il est aussi très concurrentiel ces dernières années. Il a beaucoup évolué ces dernières années et il va encore évoluer à mon avis. C'est qu'avant, c'était le produit qui faisait la différence. Maintenant, les gens veulent un produit qui correspond à leurs besoins ou à leurs envies, mais ils recherchent d'autres choses. Ils recherchent un service, ils recherchent un portail qui est plus agréable que les autres, ils recherchent une présence en ligne, ils veulent parler à quelqu'un, ils veulent des produits plus modulables. Donc maintenant, on peut se différencier en tant qu'assurance et ça va être de plus en plus le cas ces prochaines années avec d'autres éléments que purement le prix, les primes de nos assurances et les assurances. Donc le marketing est aussi beaucoup plus inventif. On connaît certaines compagnies qui font des dessins, qui sont reconnues pour ça. La Vaudoise est connue pour son verre, très clairement, puis le fait d'être proche du client. Donc, chacun essaye un petit peu de se démarquer dans cette jungle qui est le marché suisse de l'assurance. Un truc intéressant en Suisse, c'est le cadre légal.
il est très, très strict, puis chapeauté par la FINMA, donc un institut qui chapeaute les banques et les assurances et tous les instituts financiers. Et ces cadres légaux sont très impactants sur les implémentations, en particulier IT, qu'on fait et métier. Donc, très souvent, le métier, il arrive vers nous et dit, ben voilà, on doit le faire, c'est ridicule, mais on doit le faire parce que c'est légal. Donc, ça amène des complexités extrêmement importantes au niveau d'une implémentation dans un système qui, on essaye maintenant d'être le plus out of the box. Donc, ça pose pas mal de problèmes. Et qui dit problème dit forcément challenge. Et pour ça, un BA a toujours sa place pour creuser les problématiques et puis amener des solutions main dans la main avec le métier et puis l'IT. Une autre spécificité en Suisse, c'est les cantons. Donc, il y a 26 cantons, je passe les demi-cantons, qui ont chacun un cadre légal aussi respectif et puis des manières de faire et des cultures un petit peu différentes. Donc, en fonction des cantons, on doit s'adapter. Et du coup, de même que le cadre légal, on doit gérer les exceptions. Et donc, de nouveau, gérer les exceptions, c'est quelque chose de très compliqué au niveau IT. Et là, en tant que BA, on arrive, on dit au début, ouais, mais ces exceptions, c'est facile, on n'a qu'à pas les traiter. Il y a des fois, certaines situations, on ne peut pas passer à côté. La spécificité de la Suisse également, c'est le fait d'avoir trois régions linguistiques principales. Il y a 4 langues, mais on va dire, on va répertorier ça en 3 régions. C'est vraiment 3 régions avec également un peu des cultures différentes qui sont influencées par les grands frères ou les grandes sœurs qui sont autour de la Suisse. Donc, on est vraiment beaucoup, on supporte beaucoup d'influence et on accueille cette influence dans ces 3 régions linguistiques, mais également en termes du développement et des travaux qu'on doit mettre en place, eh ben, ça implique aussi des sensibilités différentes. La notion de BA sur le marché suisse de l'assurance, je fais surtout référence à la Vaudoise. Quand je suis rentré à la Vaudoise en tant que BA dans les années 2020, on n'était que quelques BA, en tout cas recensés comme tels. Clairement, il y avait beaucoup plus de personnes qui assumaient ce rôle sans le savoir. À l'heure actuelle, avec la transformation digitale qui est engagée, on est plusieurs équipes qui sont dédiées à la business analyse. Donc, je pense qu'on doit être une vingtaine ou une trentaine de business analysts à la Vaudoise. Donc, ça a vraiment grandi et puis dans le bon sens. Donc, cette notion de BA, elle devient importante et elle va prendre de l'importance. Ça va être moins important, plus important. Je pense qu'il y aura un petit peu des vagues. Mais globalement, le métier de BA est reconnu maintenant comme nécessaire dans le cadre de projets spécifiquement IT. Donc, je parlerai de la modernisation en dernier. L'IA, c'est donc un sujet hyper à la mode. C'est un sujet qui est très compliqué à aborder en assurance. Les différentes tentatives qu'on fait, c'est qu'on a de la peine à trouver en fait des business cases, de vrais business cases dans lesquels l'IA peut jouer un rôle. Donc, on peut utiliser l'IA pour faire des analyses de documents. Donc, on utilise déjà un petit peu l'IA à gauche, à droite, mais pour une vraie utilisation, on est en recherche de business case. Et puis, du coup, là, le business analyst, il a vraiment tout son intérêt de pouvoir amener des idées et puis aller discuter avec le métier, de regarder un petit peu au niveau technologie ce qui est possible de faire et puis faire avancer le thème de l'IA en entreprise. En dernier, par rapport aux assurances suisses, mais j'ai cru comprendre que c'était aussi un petit peu la même chose, en tout cas en France. En Suisse, les assurances et les banques, elles ont un historique informatique de plus de 40 ans. C'est dans les années 80, c'était les premiers acteurs, les premières entreprises en Suisse à vraiment embrasser le monde informatique. Donc là, on parle vraiment au tout début des feuilles perforées et ce genre de choses. Pour, par exemple, la Vaudoise, je connais aussi le cas de la Winterthur qui est l'AXA maintenant en Suisse, où c'était vraiment des systèmes, des terminaux avec l'écran noir écrit en vert. Donc, ça va parler à mes collègues de la Vaudoise parce que c'est encore le système qu'on utilise à l'heure actuelle, par exemple chez nous. Et puis, c'est le virage à ne pas rater à l'heure actuelle, c'est qu'on doit faire évoluer ce système, mais c'est un système qui a été développé sur mesure, qui a évolué pendant 40 ans. Puis maintenant, on dit, bah, ce système-là, on doit le mettre à la poubelle, le remplacer par un outil out of the box du marché, et puis on doit s'adapter à cet outil-là. Et puis, très clairement, ça amène de la complexité pour répondre au cadre légal, pour répondre aux habitudes du métier. Donc là, le BA intervient pour arriver vers le métier et dire, mais
peut-être que là, on peut changer les habitudes et puis pas le logiciel. Donc, il y a vraiment un virage à prendre pour lequel le business analyst a son importance pour aller de l'avant et puis pour le bien de l'entreprise en général. Je terminerai par mon quotidien de BA à la Vaudoise. Donc, en fait, mon quotidien de BA à la Vaudoise, c'est un peu couteau suisse. Après l'arrêt de la transformation digitale, la première, on s'est retrouvé un petit peu sur le carreau, quelques BA, quelques personnes. Là, il a fallu un peu trouver là où on amenait de la valeur ajoutée. Et puis, dans ce cadre-là, je me suis retourné dans le département où j'étais. Je travaille avec des actuaires dans un service de pricing en tant que business analyst. Et puis, comme j'ai beaucoup d'expérience dans l'IT, dans la data en tant qu'ingénieur BI, eh ben, assez naturellement, on m'a demandé d'être un petit peu le référent data pour toutes les questions de reporting au niveau du département. Donc, ça s'est fait de manière assez naturelle. Donc, ça, c'est une facette de mon travail pour lequel l'utilisation des outils BA et des compétences en communication, en traduction des besoins et en vulgarisation soit du métier, soit de l'IT sont extrêmement intéressantes. J'ai aussi l'occasion de m'occuper de tout ce qui est des change requests en matière de reporting pour le département. Donc, gérer les priorités, accompagner les personnes métiers dans ce domaine-là qu'ils ne maîtrisent pas trop, parce que quelqu'un du métier, on l'oublie assez vite, quelqu'un du métier, c'est un souscripteur, c'est quelqu'un qui gère les contrats, c'est un vendeur, c'est la personne qui va chez le client, c'est un gestionnaire de sinistre, c'est un financier qui fait ou un comptable. Donc, c'est des gens pour qui le métier, ce n'est pas l'IT. Le métier, ce n'est pas de développer un logiciel, c'est de l'utiliser. Donc là, nous, on doit accompagner, le BA doit accompagner le métier pour qu'il puisse mieux utiliser les outils et puis faire valoir ses demandes auprès de l'IT. Ce sur quoi je travaille beaucoup, c'est du soutien sur les bonnes pratiques, donc de profiter de mon expérience data, mais aussi mon expérience tout court en termes organisationnels, documentaires, pour partager ça avec mes collègues actuaires du pricing et avec les collègues, on va dire, plus générales au niveau du département, au niveau de la Vaudoise. Il y a cette petite aparté sur le BA, PO et PM. Donc moi, je me suis retrouvé pour un exemple sur un projet, sans m'en rendre compte, j'ai ces trois casquettes. C'est un projet BI. Donc en plus, j'aurais pu être aussi développeur. Heureusement, je n'ai pas de machine virtuelle, je n'ai pas d'environnement pour développer, sinon je pense que je l'aurais fait. Et puis, au fur et à mesure, après une année sur ce projet, je me rends compte qu'en fait, je suis non seulement BA, mais aussi PO. Donc, je m'occupe de relever, de récupérer les besoins, de les documenter, de faire la communication avec les parties prenantes, mais aussi PO pour tout ce qui est prioriser les tâches et puis définir et suivre le backlog et les développements qui sont faits. Et puis aussi PM, parce que c'est aussi moi qui gère le budget, qui gère les risques et puis qui essaie de gérer aussi les attentes des parties prenantes. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. On en a parlé aussi un petit peu avant, où, sans m'en rendre compte, je me retrouve avec les trois casquettes, alors qu'à la base, je pensais que j'étais que BA. Alors, très clairement, au bout d'un moment, on se rend compte que ces trois postes, c'est quand même, ça peut être des postes distincts, c'est pour ça que c'est des métiers distincts, et puis que d'être la même personne qui s'occupe de ces trois, ça va pour un petit projet, mais si le projet commence à prendre de l'ampleur, il faut absolument pouvoir séparer ces postes-là pour pouvoir travailler en toute indépendance. Une autre casquette que j'ai ici à la Vaudoise, c'est dans le cadre de la transformation digitale, donc cette modernisation IT où on passe d'un ERP qui a 40 ans, je rappelle, hein, le fond noir et l'écran, l'écriture verte, c'est donc des terminaux, donc de remplacer ça par un nouveau système moderne sur le cloud. Donc c'est un bond gigantesque. Et là, j'ai le plaisir de participer aussi en tant que business analyst et aussi en tant que spécialiste métier dans le cadre actuellement de l'inception. Donc on est vraiment dans la partie recueil et formalisation des besoins. C'est un projet, une initiative qui dure déjà depuis quelques années. Donc là, on arrive sur ce projet et on peut participer et apporter sa propre pierre à l'édifice, ce que je fais avec plaisir.
Enfin, coordination, collaboration, c'est des compétences, c'est des choses qu'on apprend aussi avec le Baboc. C'est quelque chose que je fais tous les jours pour un petit peu réunir les différents départements, communiquer avec des problématiques, informer, euh, essayer d'obtenir des stratégies communes, des évaluations sur les solutions communes. On utilise entre les départements la même solution, mais on n'en a pas forcément on n'a pas forcément les mêmes avis. Donc c'est intéressant de réunir tout ça et puis d'amener vers l'IT ou de réunir tous les avis IT, de les amener vers le métier pour encourager le dialogue puis le travail ensemble. Et enfin, un peu de manière assez naturelle, je me suis retrouvé adjoint à la chef de service pricing, où là, les compétences couteau suisse du BA sont extrêmement utiles. Parce que là, on doit vraiment être capable d'organiser des séances, des rétrospectives, d'organiser, de poser les stratégies. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant pour moi et qui vraiment complète un petit peu mon profil un petit peu atypique. Et puis, du coup, la carrière continue dans ce sens-là. Et puis j'en suis très content. Donc voilà, je voulais partager, on m'a donné l'opportunité de partager ces quelques points avec vous. Je vous remercie de votre attention. Je redonne peut-être la parole à Thibaut. S'il y a des questions, on répond volontiers à vos questions, Dali et moi-même. Alors, on a une dizaine de questions justement, hein. On a plein, plein, plein de questions. Alors, ben, je vous propose, hein, vous répondez dessus. Alors après, on pourra aussi prendre de nouvelles questions au besoin, hein, en fonction de l'heure. Il est déjà 19h42. Alors, ben, on a déjà une première question qui nous avait été donnée assez rapidement au début du, du webinaire, hein. Alors, juste, je suis allé vite, hein. Merci beaucoup, Marc aussi, hein, de ton intervention. Merci beaucoup. Et donc, concernant les questions, alors, comment aborder une première expérience dans un domaine de la BA ou le domaine de l'IT et comment, selon vous, on pourrait convaincre un recruteur qu'on pourrait démarrer avec juste une première expérience dans la BA, mais des projets de finance, autour des projets de finance? Quels seront les éléments de langage, selon vous, qu'il faudrait mettre en avant pour justement décrocher un emploi ou une mission, etc., dans le Mhm. secteur banque-assurance, en tant que BA? Alors, je réponds déjà à une petite réponse, après je laisse Dali peut-être compléter. Pour moi, quelqu'un qui commence un petit peu doit mettre en avant ses compétences soft skills, on va dire, qui sont absolument primordiales pour un BA. Donc, si on n'a pas une expérience, une expertise métier ou technique à amener, mais on l'a de toute façon un petit peu, il faut commencer par amener, pour être un bon BA, il faut être capable de communiquer avec aisance, être à l'aise avec les technologies pour la documentation, etc. Donc, je commencerai avec à mettre en valeur ces parties-là. Et puis, de toute façon, on a tous un peu d'expérience qui peut être métier ou IT qu'on peut mettre en valeur. Dali, qu'est-ce que tu en penses? Exactement ça. Mettre vraiment en avant ses soft skills, ses qualités humaines, ses capacités à créer du lien, à échanger. Et également, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'expérience, on a forcément quelque chose qu'on a déjà fait et qui pourra être utilisé dans le cadre de son poste de BA. Donc, je suis totalement en phase avec Marc. Alors, j'ai une autre question, et c'est souvent des questions qui reviennent, hein, ce type de questions. Est-ce que selon vous, il faut avoir une appétence ou une formation en informatique pour pouvoir être un BA? Alors, pour ma part, Et sachant que j'aime bien distinguer la notion d'appétence et la notion vraiment formation informatique ou informaticien. ah, je pense que c'est bien d'avoir une appétence parce que c'est toujours bien, d'apprécier les domaines dans lesquels on travaille. Moi, je suis l'exemple parfait. Je n'ai aucun background technique, aucun de chez aucun et pourtant, j'arrive à m'en sortir en tant que BA et ce qui est bien, c'est de favoriser les échanges. C'est que j'échange énormément avec les équipes techniques et je suis très curieuse. Donc, au tout début, à ma prise de poste, surtout qu'ils parlent beaucoup en acronyme, un RPA, le RA, alors, je prenais des notes et à force d'échanger et de demander, qu'ils puissent expliquer le pourquoi du comment,
on y arrive. Voilà, la compétence technique, peut-être pas. Après, si on veut monter en compétence, pourquoi pas se former si on a envie vraiment d'aller vers le côté technique. Mais voilà, avoir l'appétence, c'est bien. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Oui, alors l'appétence, pour moi, j'irais même un peu plus loin, c'est quand même nécessaire parce que c'est à partir de là qu'on a du plaisir dans ce qu'on fait. Comme je l'ai dit aussi dans ma présentation, je trouve que c'est important d'avoir un des outils, que ce soit côté métier, de connaître, dans mon cas, l'assurance ou de connaître un peu l'IT. Mais de toute façon, suivant où on va, il est très facile de monter en compétences. Au niveau IT, il y a des formations sur le net qui foisonnent, donc c'est facile si on veut et si on a la motivation de monter en compétences. Puis au niveau métier, très souvent dans les entreprises, ils encouragent les premiers mois d'aller faire un vie ma vie de euh, quelque chose dans l'entreprise. Je crois que chez nous, il y a un département où quelqu'un qui débarque, il doit de toute façon passer quelques mois avec un gestionnaire de sinistre assis à côté pour apprendre le métier. Donc, ce n'est pas quelque chose de primordial. On peut se former pour. On peut le faire sur le tard. Par contre, l'appétence, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut avoir parce que si on n'aime pas les domaines dans lesquels on va travailler, bah, on n'aura pas de plaisir. Et le plaisir, c'est quand même assez important. Et je vais me permettre de compléter la réponse également. Alors, si on est un BA dans de la transformation digitale, oui, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une appétence autour du digital, de l'informatique, etc. Maintenant, les BA, on ne les retrouve pas que dans la transformation digitale. Tout à fait. On peut retrouver dans la transformation développement durable aujourd'hui, transformation écologique, dans les transformations organisationnelles. Donc, en fait, selon le périmètre d'intervention, selon le scope, hein, on parle de ça, de scope, ben, en fait, on va plus parler d'appétence et de passion. Et finalement, ça rejoint un petit peu à ce qui vous motive et ce qui vous, le matin, quand vous vous levez, qu'est-ce qui vous fait plaisir finalement. Hein, ce côté appétence, c'est une forme de passion. Hein. L'appétence, c'est que vous y êtes intéressé, pas forcément dans le cadre d'une formation, mais vous y êtes intéressé. Donc, en fait, selon votre positionnement, selon les projets, selon les transformations dans lesquelles vous allez être, il y aura une nécessité d'appétence. Est-ce qu'il faut absolument une appétence informatique? Je dirais, si vous êtes dans un projet de digital, oui. Si vous n'êtes pas dans des projets digitaux, on est plutôt organisationnel, développement durable, ben, faut pas avoir d'appétence informatique. Par contre, si vous êtes dans des projets de développement durable et que vous êtes totalement insensible au développement durable, il risque d'y avoir de la casse. Vous êtes d'accord avec ma réponse? Tout à fait. Tout à fait d'accord. Effectivement, on oublie souvent la partie non IT qu'on peut avoir besoin d'un business analyst pour des projets qui. Ça, je l'ai vécu à la Croix-Rouge. Où effectivement, c'est un projet, c'est des rapatriements, c'est des choses avec des humains, mais ça se gère comme un projet où il faut aller demander aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, etc. Donc, c'est quelque chose, c'est peut-être un peu une face un peu trop cachée qu'il faudrait mettre en lumière pour des projets non IT. Très, très intéressant. On reste dans le côté compétence, parce qu'après, j'ai des questions pour toi, Marc, et ensuite, j'ai des questions pour toi, Dali. Hein. Ok. Alors, j'ai une question qui rejoint un petit peu la précédente, qui sont, selon vous, est-ce qu'il y a des compétences techniques ou des compétences vraiment clés, importantes à devoir maîtriser, connaître en tant que BA quand on sera dans un secteur banque-assurance? J'imagine qu'il y a quelques termes déjà qu'il faut un peu connaître, ou en tout cas, on va Alors, les apprendre, j'imagine. oui, alors si en petit technique, on inclut un petit peu la technique, on peut dire, d'assurance, très clairement, il faut vous monter très vite en compétence, d'aller parler d'acronymes. Dans les assurances et les banques, c'est les champions des acronymes. Et en fonction des assurances, les acronymes changent. Donc, on a tendance à parler en acronymes ou en termes en lien avec les systèmes. Donc, ça, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose pour lesquels on monte très vite en compétence. Après, la technique, moi, je reste quand même un inconditionnel de. Il faut l'avoir un petit peu pratiqué pour pouvoir vraiment se mettre à la place. J'ai de la chance ou simplement de l'expérience. Je pense que ça va arriver à tout le monde d'arriver à un stade dans sa carrière où on a fait les deux, ou au minimum qu'on connaît bien les deux. Et je pense que ça vient aussi avec l'expérience, tout simplement. Donc, il faut laisser le temps au temps et puis se donner l'occasion d'évoluer de manière normale. Dali, Oui, je tu pense suis? qu'il a tout dit. Et moi, personnellement, qui ne suis pas technique, je pense que c'est important d'être curieux et d'aller chercher à comprendre, même si tu n'as pas le détail, connaître le fonctionnement macro et les interactions entre différents outils, ou en tout cas,
comprendre le schéma du fonctionnement, l'avoir en tête. Mhm. Pour moi, c'est très important parce que il ne faut pas se contenter, de dire, «Oui, mais un tel sait comment ça fonctionne, je vais me» non, c'est important de savoir au moins Oui, le fonctionnement pour, ne serait-ce que dans sa tête, faire le schéma et aider à trouver la meilleure solution. oui. En tout cas, tu as dit le mot-clé, c'est la curiosité, je pense. C'est une compétence, hein, les soft skills, la curiosité. Je pense que c'est un élément clé pour exercer le métier de BA, quel que soit le secteur où on va être. Et on a une côté expertise qui va être en fonction du secteur dans lequel on va évoluer également, mais qui peut également s'apprendre sur le tas au fur et à mesure là-dessus. J'ai Mhm. justement une question, une autre question. On me demande, on vous demande, est-ce qu'il y a une différence, selon vous, entre l'analyse fonctionnelle et la BA? Alors, avant de vous donner la parole, je vais juste nous expliquer un petit peu côté IBA France. On explique très souvent que l'ABA, dans le cadre des projets de transformation digitaux, l'ABA, c'est la professionnalisation de l'AMOA, hein. Ça, ce sont nos termes en France, hein, l'AMOA, l'AMOE, l'AMOA, c'est les gros Voilà. mots qui viennent du bâtiment, soit dit au passage, hein, la séparation de la construction de systèmes est issue du bâtiment. Et donc, pour justement éviter de faire croire que l'ABA, c'est un nouveau métier, non, l'ABA, c'est la professionnalisation de la MOA, où on va avoir par contre des nouveaux termes que l'on va retrouver dans des approches agiles au niveau de Product Owner, qui n'est pas juste la fonctionnalité, qui va être également la notion de valeur, la notion de à quoi ça sert et que suffit-il. Et tout ça est lié avec toutes les nouvelles un peu approches, hein, le Lean Canva, le Lean Startup, etc. Je vous laisse répondre également, si vous voulez Bah compléter. Vas-y, Lali. déjà pour moi, presque tout le monde fait de la business analyse. Voilà, voilà, on a une problématique, on a un besoin, on a des solutions à apporter qui créent de la valeur. Donc déjà, à mon sens, je ne fais pas trop la distinction. Un business analyst est un business analyst, un analyste fonctionnel. Pour moi, c'est assez similaire. Maintenant, peut-être que Marc ne partage pas mon point de vue. Non, je suis assez d'accord, c'est des mots, hein. Mmh. Analyse fonctionnelle ou analyse métier. Fonctionnel, on peut dire que c'est le métier. Euh, pour moi, c'est vraiment des questions de définition, des questions de point de vue. L'analyse fonctionnelle, ça me fait plus penser à dire on analyse que la partie métier. Et puis le BA, il doit être aussi un petit peu capable de, suivant les situations, aussi d'amener des propositions technologiques et de creuser sur différentes possibilités d'implémentation d'un système. Donc, je pense que c'est plus une problématique de termes, mais globalement, la notion de BA englobe le tout. Je vais poser une question. Alors là, cette fois-ci, on reviendra sur les questions un peu plus générales, mais là, une première question pour Dali. Alors, Dali, on pose la question, pourquoi avoir choisi ou t'être orienté vers la business analyse alors que dans le parcours que tu décrivais, tu étais plutôt sur une voie managériale avec une expérience de gestion d'équipe? Qu'est-ce qui t'a consolidé sur le fait d'aller plus vers la BA et non sur des postes managériaux ou gestion d'équipe? Et Ouais, alors également, comment en complément, plus de perspectives et de meilleures. Est-ce que pour toi, c'était parce qu'il y a plus de perspectives, une meilleure employabilité? Et est-ce que au niveau du salaire, on s'y retrouve? Alors, je vais répondre en toute transparence. Clairement, j'ai énormément évolué dans le management et j'aurais pu continuer à évoluer dans le management, mais j'avais vraiment fait le tour du métier et je voulais du changement. Et également, je savais que le futur, parce que voilà, il y a l'instant T, le management, c'est bien, mais il faut chercher, il fallait regarder plus loin. Et plus loin, pour moi, quels étaient le domaine qui était, voilà, qui avait une forte employabilité et qui était «le futur» entre guillemets, pour moi, c'était l'IT. Voilà, c'était l'IT et en toute transparence, j'hésitais entre la data analyse et la business analyse et je me suis dit: «Où est-ce que j'arriverais» entre guillemets «plus facilement?» Quelle était la bonne passerelle? C'était le poste de business analyst et par rapport à l'argent, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Cardiff, lorsqu'il y a une mobilité interne, il n'y a pas d'augmentation systématique. Mais, si on fait les comparatifs des 2 métiers, un business analyst gagnera plus qu'un manager d'équipe. Ça, c'est voilà. Mais j'ai pas eu d'augmentation, je vous le dis. Suite à la changement au changement de poste. J'ai répondu à toute la question? Oui, là, je crois que tu as répondu à tout. Voilà. Marc, j'ai une question pour toi. Aïe. Alors,
Elle est longue, hein. Il y a plein de questions en même temps. Bon, bah, il faut la faire à plusieurs niveaux parce que j'ai pas beaucoup de mémoire. Je note tout. Alors, quelle est la suite pour faire carrière en BA? À ton avis, on devient de BA expert, puis pour devenir product owner, puis ensuite product manager, pour enfin finir vice-président product, enfin VP product, et voire chef d'entreprise, chef de. Ça, c'est la première question. En gros, c'est la suite pour faire carrière en BA. Quels sont, on va dire, alors là, on peut avoir aussi, ça revient, est-ce qu'on doit opposer le PO au BA? Enfin, on a Mhm. aussi une autre question qui revient là-dessus. La suite, c'est en tant que business analyst expérimenté en Suisse, est-ce que tu connaîtrais une fourchette de salaire en termes d'évolution? On revient vite au salaire souvent, hein. Oui. Et est-ce que le rôle de BA consultant est pour toi demandé ou si le rôle de BA est plutôt un rôle interne dans les entreprises? Alors, pour moi, je vois trois questions. La première, donc BA, PO, PM, CEO et, et tutti quanti. Je pense que là, sur les petits projets, on peut mélanger tout ça. Euh, sur une très grosse entreprise, clairement, la notion de CEO, bah, il faut gravir les échelons et il faut en avoir l'envie. Ça veut dire que en tant que BA, PO et PM, on a encore les mains dans le cambouis. On fait vraiment le travail. Après, c'est clair que plus on monte dans la hiérarchie, plus ça devient abstrait, plus ça devient un peu, on peut dire, de la sculpture sur nuage. Mais je dirais, si on se limite BA, PO, PM, pour moi, ce n'est pas forcément une suite logique. Euh, on peut aussi avoir une suite logique entre développeur et BA et développeur et PO. Et puis PM, ça reste quand même quelque chose d'assez spécifique. Tout le monde n'est pas fait pour être chef de projet. Il y a d'autres pressions que business analyst et c'est pas, ça ne va pas dans le sens l'un après l'autre. Je pense que c'est l'un ou l'autre et puis on peut passer de l'un à l'autre assez facilement. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Pour la partie BA consultant, clairement, quand on veut se vendre, à mon avis, comme BA consultant, c'est qu'on amène de l'expertise. On ne peut pas être BA consultant en étant junior, ou alors on est vraiment accompagné, on fait partie d'une équipe qui est vendue dans le cadre d'un très gros projet, et puis on est accompagné. Donc le terme de BA consultant, effectivement, c'est quelque chose d'assez spécifique. On en retrouvera beaucoup plus en interne, mais après, bah, on a, je pense, des exemples dans les personnes qui nous suivent ce soir où on peut être simplement faire du body leasing puis venir comme consultant business analyst ou apporter simplement ces bonnes pratiques, un cadre et une méthodologie. Pour ce qui est du salaire, alors je ne voudrais pas trop m'avancer parce que chacun a. En fait, le salaire, c'est plus lié à la négociation qu'on fait. Et puis, les différences salariales entre la Suisse et la France, elles sont, je crois, assez grandes, C'est mais faut, important, oui. assez importantes. Après, il ne faut pas oublier qu'en Suisse, il y a aussi d'autres éléments financiers qui viennent dans la balance, qui font qu'à la fin, en termes de pouvoir d'achat, ce n'est pas non plus mirobolant. Moi, ce que j'aime en Suisse, c'est la qualité de vie, c'est les montagnes, c'est les lacs, etc. Et puis le salaire, ça vient, ben, on a le salaire qu'on a besoin pour travailler. Je ne pourrais pas donner une fourchette très clairement parce que c'est entièrement en lien avec la formation à ce que vous pouvez mettre en valeur. Ça peut changer du tout au tout. On peut être très expérimenté, mais si on postule pour un poste de BA et puis que pour cette partie-là, on a moins d'expérience à faire valoir, très clairement, ben, le salaire ne sera pas le même. Désolé, je ne peux pas répondre plus précisément. Non, mais c'est une bonne réponse. Je pense que de manière générale, il n'y a pas de salaire prédéfini. D'ailleurs, on voit sur les sites hein, où on nous demande de mettre nos salaires, les salaires ne sont jamais associés à des postes de travail, mais plutôt à des sociétés dans lesquelles on travaille, hein. Ça dépend aussi des politiques. Par exemple, je sais qu'il y a des sociétés dans l'aéronautique, dont je ne donnerai pas le nom, qui partent par défaut, qui regardent la grille de salaire de leurs concurrents et qui disent on met 10% de plus par défaut. Bon, c'est des politiques internes d'entreprise. Facile. Et, euh, il y a une question, alors pour toi, Marc, mais je pense que vous pouvez répondre tous les deux. Et Marc, c'est vraiment, on vous demande là-dessus, à Dali et toi, des petits conseils. En somme, on a une personne qui est dans des projets et qui mutualise plusieurs casquettes en tant que BA, en tant que PO, qui a beaucoup de temps à passer sur les équipes Scrum, etc. Et à l'arrivée, elle a l'impression il a un sentiment de ne pas réussir
à se concentrer pleinement sur son rôle de BA, qu'elle aime beaucoup d'ailleurs, hein, mais qui, en fait font qu'avec les différents événements, les meetings, etc., elle a un sentiment d'être sous l'eau. Enfin, là, c'est vraiment Mhm. le sentiment sous l'eau. Est-ce que vous, au quotidien, vous avez des petits tips pour optimiser votre temps de travail par rapport à vos expériences? Est-ce que vous avez des astuces? Est-ce que vous avez des routines, etc., que vous appliquez un petit peu là maintenant, alors, ou en vous en ayez conscience, ou même inconsciemment? Est-ce que vous, voilà, quel est... Alors, moi, j'imagerais ça ou ma manière de faire par des tiroirs. C'est une gestion assez classique, c'est qu'on prend un tiroir, on traite un sujet, et puis après, on ferme le tiroir, on ouvre le suivant, surtout par rapport à pour des choses pour lesquelles le travail est vraiment différent. Même sur un même projet, chef de projet ou business analyst, c'est clairement un tiroir différent. Donc, il faut pouvoir fermer un tiroir, ouvrir un tiroir. Et puis, très clairement, ce qui arrive tout le temps, c'est que pendant qu'on travaille sur un sujet ou en train de creuser des licitations, on se retrouve avec une question en lien avec le budget ou une question sur le suivi des développements, etc. Donc là, il faut juste être capable, moi j'ai une to-do list où je note le sujet, la question qui, je note et puis je la traite après dans un temps qui est consacré. Et ça permet vraiment de rien oublier et puis de dire à la personne, bah, je vais m'en occuper, je le note. Et ça, c'est important. Donc, compartimenter, se donner du temps un peu pour chaque chose. Et puis, clairement, s'il y a trop un peu sur chaque élément, c'est là qu'il faut envisager de faire remonter ça à un comité de pilotage et puis de chercher une solution pour onboarder quelqu'un de supplémentaire. Il ne faut pas attendre d'être sous l'eau et puis de pouvoir avancer parce que là, clairement, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune des casquettes qui va fonctionner. Donc, je dirais compartimenter, noter pour le faire après, pas essayer de faire tout de suite. Et puis après, bah, il faut escalader parce que très clairement, on n'est qu'une personne et une journée, c'est une journée. Et puis, on ne peut pas faire des miracles. Donc, voilà mes 3 conseils. Dali. Clairement, je ne dirais pas mieux une chose après l'autre. Surtout psychologiquement, ne pas se laisser déborder et ne pas hésiter à mettre en stand-by une sollicitation directe, puisqu'on est très souvent sollicité. Alors, j'avais également le cas quand j'avais un poste de manager. On était toujours sollicité par 10 personnes en même temps. Et en tant que BA, bah, c'est souvent la même chose. Donc, ne pas hésiter à dire, OK, pas de souci, j'ai pris le sujet, je te réponds dans tel délai. Alors, surtout bien respecter le délai, hein, parce que quand on dit on fait, c'est la base. Mais Mhm. voilà, Respecter. il faut respecter le délai, mais ne pas hésiter à mettre en stand-by parce qu'on a tendance à vouloir tout faire en même temps et ça, ce n'est pas possible. Et si vraiment, bah, ne jamais attendre au point d'arriver sous l'eau, ne pas hésiter, voilà. C'est pas pour rien que, dans certains cas, il y a il y a de la hiérarchie, c'est pour dire: «Attention, là, j'ai besoin de renfort, à l'aide» et ne pas se laisser submerger et surtout aussi, accepter que chaque jour ne sera jamais pareil et accepter que des fois, la journée ne ça sera pas comme vous avez décidé ce matin. Ça arrive, il y a des imprévus, et c'est comme ça et il faut le prendre toujours en mode positif. Voilà. Alors, une petite également parenthèse, enfin là-dessus, complétude. Dans le Baboc, on voit hein, que justement, quand on fait des préparations à l'élicitation, etc., on a tout le périmètre, toutes les notions où on nous explique comment rester focus, rester sur le périmètre sans se laisser déborder là-dessus, notamment sur la préparation des ateliers d'élicitation et pour après les ateliers d'élicitation. Et dans la vraie vie, il y a également dans les différents comptes rendus, je pense que c'est à ça que tu faisais référence également, Marc, ce qu'on appelle les parking notes, c'est-à-dire les questions qui ne sont pas forcément dans le sujet, Mhm. qu'il ne faut pas évacuer, parce que si vous l'évacuez, ça va vous donner l'impression à votre partie prenante que sa demande n'est pas importante. Or, si vous le laissez sous-entendre à une partie prenante qu'elle n'est pas importante, pourquoi travaillerait-elle avec elle, On avec la vous? perd. Hein, vous la perdez. On la Donc, perd. toujours prendre en note ce type de remarques, etc. Mais à vous de bien définir les périmètres et de rester toujours dans vos périmètres. C'est ce qu'on appelle également Mhm. rester focus. Oui, Je continue, donc merci. On a encore deux petites questions. Puis j'en ai d'autres encore qui arrivent, mais je suis désolé, on va pas réussir à tout faire. On a beaucoup de questions au fur et à mesure qu'on parle. Je vais encore en donner deux qui me semblent intéressantes. avec Alors, plaisir. c'est comment un BA peut gagner la confiance du métier et jouer le rôle de trust advisor auprès du métier? En gros, comment gagner la confiance du métier?
Alors, dans sa mission et pour justement éliciter des besoins et récolter des exigences. déjà, faut être honnête et transparent avec les métiers, être d'une grande écoute. Et également, essayer de trouver les meilleures solutions pour les métiers et lorsqu'on ne peut pas les trouver ou lorsque ce n'est pas possible, faire preuve de transparence et pour moi aussi, c'est l'investissement. En général, les métiers, ils arrivent à voir lorsque le business analyst est déterminé, qu'il est investi, qu'il est vraiment en recherche de solutions pour eux. Alors personnellement, pour moi, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Voilà, quand on a un objectif en tête, voilà, on fera tout pour, que le projet réussisse à bien. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai gagné, la confiance des métiers. Alors, la facilité que j'avais, c'est que je les connaissais. Pour ceux que je connaissais pas, c'est que vraiment je m'intéressais sincèrement et vraiment à eux et à leurs problématiques et je faisais tout mon possible pour pouvoir leur trouver une solution et vraiment quand ce n'était pas possible, j'étais transparente avec eux, honnête et en leur disant le pourquoi du comment. Cette, problématique-là, en fait, je pourrais pas trouver telle solution-là. Après, si je peux trouver une alternative, j'en trouve une, mais si je ne peux pas, voilà, je suis honnête et transparente et voilà, investie à 1000% et persévérante et ce qui aide beaucoup, c'est être toujours dans la joie et la bonne humeur. Ça aide énormément. Moi, j'ajouterais en tout cas un élément extrêmement important, c'est être intègre. C'est en montrant l'exemple et il faut rester intègre et puis clair avec soi-même sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc, il faut savoir dire non. Je suis toujours étonné en séance ou quand je recadre des gens, y compris dans la direction, de dire, bah, écoutez, non, là, c'est pas le sujet. On fera ça ailleurs. Et puis les gens, ils apprécient un certain cadre et puis un exemple. Ils apprécient de voir que ce qu'ils ont dit, c'est noté quelque part, qu'ils peuvent le consulter. Donc, c'est vraiment, tu as parlé de transparence. Pour moi, j'associe ça à être capable de dire non, de dire, bah voilà, je suis transparent, ce que vous demandez, c'est impossible. Ou alors, on va le mettre, mais ça sera fait plus tard. Dans le Ouais. cadre actuel, ça va être pas possible, mais on garde l'idée, c'est une boîte à idées, puis on le fera plus tard. Donc voilà, intégrité. Et je compléterai en parlant de neutralité, c'est-à-dire que quand vous travaillez dans des projets, ce n'est pas le projet du BA. Le posture du BA, c'est qu'il est là pour C'est juste. faire en sorte que les choses fonctionnent. Et ben, cette neutralité, c'est à la fois la meilleure posture et votre meilleur atout dans dans les initiatives. Mhm. Tout à fait d'accord. Encore une. Et la dernière, et la Après, c'est dernière, l'apéro. c'est la frontière, selon vous, entre le BA et le PO. Ben, en fait, elle est extrêmement poreuse ou mince, mais néanmoins, quelles sont les différences entre le BA et le PO? Alors, je laisse l'expertise répondre. Marc? D'accord. Alors, je peux y répondre un peu plus maintenant parce que je me suis retrouvé dans cette situation très récemment où je ne comprenais pas pourquoi certaines choses bloquaient. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que certaines personnes me voient ou voient le BA comme un BA. Et tout d'un coup, ils ne comprennent pas pourquoi le BA commence à dire, bah voilà, je fais un suivi des devs, le métier s'attend de ça, vous en êtes où, si on ne peut pas avancer, ben, on arrête ça, on continue ça. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut juste clarifier, dire, mais en fait, euh, le BA, il s'occupe de l'élicitation, du contact avec le métier, puis le PO, plus du suivi de développement. Mais en fonction des gens, des caractères, très clairement, l'un peut faire plus ou l'autre. Souvent dans les entreprises, là, le rôle de PO, il est très structuré avec des outils comme Jira, etc., ce qui facilite un petit peu la clarification des rôles. Si on n'utilise pas un outil, on n'est pas guidé par un outil ou une méthodologie, c'est assez poreux. Puis je pense que là, du coup, c'est le caractère et les compétences des personnes puis on se met d'accord entre un BA, un PO et un PM. Si vraiment il y a les trois casquettes, il faut juste agir en bonne intelligence entre les trois casquettes, très clairement. Merci beaucoup. Alors, on a eu un petit retour également d'un retour d'expérience côté Québec. On nous expliquait, alors c'était sur la question où on nous parlait, on demandait la différence entre l'analyse fonctionnelle et le BA. Alors, c'est pour, je ne le savais pas, hein. On a une personne qui nous expliquait qu'au Québec, la distinction entre l'analyse d'affaires, parce qu'en effet, les analystes métiers et business analysts sont appelés analyses d'affaires au Québec, Mhm. et l'analyse fonctionnelle, ben, en fait, le premier, l'analyse d'affaires, l'analyse métier, il est côté métier et l'analyse fonctionnelle est plutôt côté dev, côté IT. OK. Bon.
C'est Ok. l'enrichissement. Euh, j'ai encore d'autres questions, je suis désolé, il est 20 heures, alors je ne sais pas si vous voulez poursuivre ou on avait dit, On a déjà perdu quelques personnes. voilà, on est un peu dérapé. Allez, j'en prends juste une dernière hein, qui est, alors, ce n'est peut-être pas le sujet du jour. Je souhaite savoir, si possible, sur les formations. Ah non, alors ça, c'est plutôt une demande d'information, c'est pour moi. Donc, j'y répondrai plus tard. Ou sinon, la personne qui pose la question écrit sur président@france.iba.org ou sur info ou côté suisse également. On a le même type d'adresse et on te répondra. Juste une dernière question qui est justement sur le côté CEBAP également. Est-ce que les certifications CEBAP, enfin, quels sont vos retours de chacun des certifications, de leur rapport, tant au plan professionnel, personnel, soft skills, et également, ben là, il dit sur le côté employabilité et, on va dire, expérience, c'est-à-dire que, est-ce que vous avez gagné en posture? Gagnant, posture. Alors pour moi, le CEBAP, c'était vraiment pour faire reconnaître mon expertise et puis ben, en étudiant le BABOC, se rendre compte que ben, on a beau avoir quelques années d'expérience, ben, il y a encore beaucoup de choses et beaucoup d'éléments à apprendre. Donc ça aide à l'employabilité. Pour moi, sur un CV, c'est important d'avoir une certification qui correspond aussi à son expertise, donc CBA, donc les trois niveaux de l'IBA au niveau certification. Et ça, clairement, ça, c'est un atout, je pense, pour l'employabilité, ça c'est sûr. Clairement. Je valide je valide les propos de Marc. Mm. En termes de posture, non, pas de changement. Par contre, en termes de compétences, oui, c'est certain que c'est une plus-value puisque, la chance que j'ai eue, c'est que je l'ai effectué assez tôt dans mon parcours et du coup, il y a énormément de méthodologies, de techniques qu'on apprend à travers le Baboc. Donc c'est une très bonne chose. Merci à vous deux. Et alors, je veux garder la question de la fin. Je vais garder la question de la fin parce que à chaque webinaire, on demande souvent sur le sujet à l'IA, ChatGPT, de nous donner quel est son avis. Bon, là, le côté vie ma vie, c'est un peu difficile de le demander à ChatGPT, il sait pas. Mais néanmoins, pour rester toujours sur les problématiques, sur les thématiques de l'IA, Mmh. euh, souvent on oppose un peu l'IA où on explique que l'IA contre le BA. Est-ce que vous vous sentez menacé par l'IA? Absolument pas. D'ailleurs, actuellement, voilà, j'ai commencé une formation en vue d'une certification par rapport à l'utilisation de l'IA. Donc, absolument pas. Effectivement, sur certains points, l'IA pourra répondre à des questions, mais les licitations, le côté humain, le fait d'avoir le côté verbal, non verbal de nos parties prenantes, l'IA ne peut pas faire. Donc, je ne me sens pas menacée. Voilà. Alors moi non plus, pas le moins du monde. Je pense que l'IA va être un outil ou va permettre l'évolution de plein d'outils. Donc le Babok va aussi beaucoup changer sur ses boîtes à outils, les technologies qui vont permettre par exemple, faire des séances de rétro. Je vois plus comme un outil qui va aider. Ça, c'est de manière générale pour l'IA. Dans tous les cas, quand on parle de stratégie, quand on veut un peu recueillir le sentiment derrière ce qui est dit, bah, pour l'instant, l'IA, et je ne crois pas que c'est le but non plus, hein, l'IA, de remplacer à ce point-là tous les métiers. Parce que si l'IA peut remplacer le métier de BA, bah, elle peut remplacer tous les métiers. Parce que s'il y a un métier, comme l'a dit Dali, où l'importance du relationnel est prépondérant, c'est bien le métier de BA. Eh ben, merci à tous les deux. Merci pour ce retour d'expérience, pour vos retours d'expérience. Alors, ben, côté agenda, et puis on donnera le mot de la fin. Merci à vous deux encore. Côté Merci agenda, beaucoup. on vous donne rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain, en effet, il y a le lancement de la communauté Innovation IBA France, IBA Geneva, qui sera portée principalement par IBA Geneva, avec Eva. L'objectif, c'est de lancer un petit peu un comité innovation hein, autour des techniques, etc. De la BA et de la pratique et des recherches et en lien avec des chercheurs. Ensuite, on vous donne côté France, rendez-vous le 6 mars à Lyon pour un BA au bar. Alors, on vous donnera plus d'informations par la suite. Les BA au bar également côté Paris qui sont déjà publiés sur le site IBA France. Les BA au bar qui sont côté Genève et Lausanne qui sont également publiés côté IBA Geneva là-dessus.
on reviendra vers vous. Sachez que pour les Béaobar, il y a des boucles WhatsApp pour être tenu au courant de quand est-ce que les business analysts des villes se réunissent. Donc, n'hésitez pas à demander, à vous renseigner auprès des chapitres ou de vous inscrire si vous voyez des QR codes qui traînent ou qui sont sur les différentes affiches qui accompagnent souvent nos communications. Également, on vous donne rendez-vous. Alors, on a déjà la date, sans doute. Enfin, normalement, elle est validée le 20 mars pour une session de Vie ma vie de BA dans le domaine de l'énergie, donc tout ce qui est autour de l'électricité, la fourniture électrique, gaz, industrie gazière, pétrolière, etc. Tout ce qui est lié à l'énergie. Et également, parce que lui aussi est déjà fixé, en avril, où là, on aura des personnes qui profiteront de retours d'expérience. Alors, j'en dirai pas plus, mais qui va nous parler de son expérience de business analyst pour le storytelling et pour, en somme, faire naître la magie. On se réjouit. Merci encore, Dali et Marc, pour cette intervention. L'exercice n'est Merci pas pour facile, hein. l'invitation. Non, j'ai bugué, désolé tout le monde, hein. C'était très intéressant. Merci à tout le monde d'avoir suivi. À mes collègues de la Vaudoise, j'ai vu quelques-uns. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Très bonne soirée à tout le monde et à très bientôt pour les prochains webinaires et sessions.